Au détour d'un dialogue, Park Chan-wook apprend au spectateur que son personnage principal, Man-soo, est un ancien alcoolique. Il a été violent avec ses enfants, il les a maltraités physiquement. Il n'en sera plus jamais fait mention, cette révélation n'aura aucune incidence sur l'histoire. Elle est simplement là, elle existe au second plan et témoigne, selon moi, de la volonté du réalisateur de décrire un système et pas un individu. C'est l'œuvre la plus politique de Park Chan-wook. Il a le capitalisme en ligne de mire, il le fait savoir, il le critique sans se cacher. Dans ce dernier film, il affirme que le statut social d'un individu détermine ses actes et pas l'inverse. Au début du film, Man-soo file une vie parfaite. C'est un père de famille comblé. Il a lui-même construit des installations pour ses enfants, pour lui-même, sa sœur. Les images lui confèrent un air angélique, rien ne permet de supposer qu'il deviendra un meurtrier sans pitié par la suite. Car, après chacun de ses meurtres, Man-soo ne montrera jamais de remords. Il tuera comme si c'était naturel, et pour lui une façon comme une autre de s'élever socialement, de trouver sa place dans la société. En tant que chef de projet dans l'univers commercial du papier, il existe. Sans ce poste, il n'a plus aucune valeur et n'importe plus pour lui que de savoir comment retrouver sa position. Cela fonctionne pour lui seulement et pas pour les autres. Il ne leur accorde pas le même destin. Il reprochera même à sa première victime d'agir comme il le fait, sans être assez conscient de lui-même pour remarquer qu'ils sont jumeaux dans leur comportement, leur façon de penser. Fasciné par le papier, cet objet présenté de façon mythique, mais qui dans les faits est une cause de déforestation. Man-soo est nuisible. C'est évident quand il tue. Mais Man-soo est aussi nuisible quand il a une vie paisible, grâce à son travail. Il contribue à la destruction de la planète et aux mauvaises conditions de vie des ouvriers. Car le système récompense cette nuisance sociale et environnementale. Par l'argent d'abord, puis par la reconnaissance sociale au sein d'une collectivité. Nuisible jusqu'au bout. Sans une hésitation, de la plus naturelle des manières, Man-soo se tourne vers le meurtre. Il n'y a pas véritablement de montée en puissance. Tout est instantané, comme si ce réflexe lui était inné. Il faut le comprendre. Son poste est tellement important à ses yeux que tous les actes justifient de l'obtenir. Le meurtre n'est qu'un moyen comme un autre. Man-soo élabore un plan sophistiqué, de manière stratégique, sûrement de la façon dont il organise son travail. Ces meurtres ne sont au final qu'une extension de ce travail à ses yeux. Il est méthodique aussi quand il doit cacher les cadavres. Il est assez ingénieux en plus, on dirait que c'est un tueur professionnel. Il n'a pas l'air d'être conscient de la gravité de ses actes. Man-soo a quelque chose de psychotique. Il est persuadé que son poste est au centre de l'univers et que le monde ne peut tourner sans qu'il retrouve sa place. Je pense à l'expression « réussir » quand on le dit de quelqu'un. Il a réussi dans la vie. Sous-entendu, ça y est, c'est terminé, il a atteint son objectif et est arrivé au sommet. Qu'arrive-t-il quand on dévale la vallée ? Cette façon de penser absolue pose des œillères. Il n'y aurait qu'une façon de vivre. Ajoutez à cela un système qui favorise la concurrence, la compétition, et on entre vite dans une sorte de jeu de la faim. Si Man-soo avait eu le poste, sans avoir à tuer physiquement ses concurrents, eh bien il les aurait tués symboliquement à ce moment. Comme lui qui semble mort, plus le même, et se persuade d'ailleurs que cela vaut pour les gens qu'il aime. Notamment sa femme qui n'aurait d'autre choix que de le tromper, comme si elle-même était victime du système, et comme lui n'aurait plus aucune agentivité. Sauf qu'elle en a une évidemment. Tous les membres de la famille de Man-soo sont responsables de leurs actes et essayent de faire face à ce déclassement social par diverses manières. Sa femme en trouvant un métier, son fils en se mettant à voler, tous les membres de sa famille, sauf sa fille. Elle est hermétique au monde par sa condition autistique. Elle a la musique, le violoncelle, de la même manière que son père a le papier, un poste haut placé. La pauvreté est corrélée à la criminalité, elle est aussi corrélée à l'addiction, à la solitude, à des problèmes de santé, etc. Adieu le dilemme de l'œuf ou de la poule, causes et conséquences sont facilement identifiables. Il est difficile de penser dans le désespoir, de penser de façon morale. Les systèmes façonnent des meurtriers, des abuseurs quand ils refusent de changer. Dans une situation privilégiée, est-on vraiment quelqu'un de moralement bon quand on fait le bien ? Plutôt on ne fait pas le mal, car pourquoi faire ? Tout ça pour dire que le statut social détermine les actes d'un individu. Pire, il change la façon de considérer la morale. C'est en tout cas ce qu'avance Park Chan-wook. Quand il a encore son poste, Man-soo nous semble irréprochable. Dès qu'il sent venir le démon de la précarité, il devient un dangereux meurtrier, et dangereux aussi dans son foyer. Il devient violent avec sa femme, paranoïaque.
À aucun moment, Mansu ne craint pourtant de mourir de faim, de froid ou de vivre dans la rue. Rien ne dit non plus que sa situation nouvelle doit être permanente. Quand sa femme lui annonce qu'il va falloir vendre la maison, il lui arrive en tête des images d'HLM. Ce n'est pas non plus le manque de confort qui effraie Mansu. Non, c'est la honte associée à la précarité. On remarque aussi qu'il considère les relations sociales comme des biens, sous le spectre de la propriété privée. S'il vient à perdre sa maison, il devra donc forcément perdre sa femme. Les gens sont des objets. Il le dit à sa femme qu'elle est trop belle. Il le lui reproche. Il ne se sent plus capable de la garder. Le mot est bien choisi, de la garder auprès de lui. Il oublie de penser à ce qu'elle ressent. Ce système implique l'effacement de l'individu, qui n'existe plus que par ses biens et ses fiches de paix. Pour que Mansu sombre dans cette situation, il faut que d'autres sombrent de la même manière. Ils ont d'autres façons de faire face. Ainsi, les victimes de Mansu, plutôt que des personnages, incarnent des archétypes. Il n'est pas anodin que Mansu utilise le pistolet de son père, acquis pendant la guerre du Vietnam, pour éliminer ses concurrents. Il est en croisade. La précarité est un champ de bataille, et dans la guerre aussi, la morale a une autre forme. On est récompensé pour avoir tué. Vous comprendrez la métaphore. Finalement, Mansu aussi est récompensé pour avoir tué. Petit trigger warning, je vais charcuter le nom des victimes, car je ne m'en souviens pas et sur internet je ne suis pas sûr de la phonétique. Boumo, chômeur, vit avec sa femme. Il ressemble énormément à Mansu. Il partage sa passion du papier et refuse catégoriquement de faire autre chose. Il sombre dans l'alcool, perd l'amour de sa femme. Cette dernière finira par lui dire qu'elle ne lui reproche pas d'être au chômage, elle lui reproche la façon d'y faire face. Et c'est très important car Mansu confirmera tous ses propos. Il est d'accord avec elle, mais seulement en ce qui concerne Boumo. Il ne considère pas que ça puisse s'appliquer à lui. Boumo est passionné de vinyle. Mansu est passionné de plantes. Boumo refuse d'ouvrir un café vinyle, et Mansu refuse d'ouvrir un magasin de plantes. Pourtant, leurs femmes les soutiennent. Celle de Mansu lui dira que sa plus grande faiblesse est l'importance qu'il porte à ses plantes. D'ailleurs, quand on lui posera la question dans un entretien d'embauche, il ne répétera pas la réponse de sa femme. Il trouvera la sienne. Boumo et Mansu n'ont jamais voulu penser à d'autres alternatives. Les longues années dans un même métier les ont conditionnés, reprogrammés, façonnés, modelés. Face à Sijo, le vendeur de chaussures, la deuxième victime, Mansu comprendra que pour lui, ce n'est pas un vrai travail. Et d'ailleurs, c'est assez flagrant que je nomme Sijo le vendeur de chaussures. Aujourd'hui, on est défini par son activité professionnelle. Mais Sijo aura au moins eu le mérite d'essayer autre chose. Toutefois, presque comme on peut cacher un paquet de cigarettes à ses parents, il postulera pour le poste lui aussi. C'est un homme bon, de ce qu'on peut voir, qui s'arrêtera sur le bord de la route pour aider Mansu et en paiera le prix. On est rarement récompensé pour nos bonnes actions. La société considère leur simple existence comme une gratification nécessaire. Mais on y reviendra. La dernière victime, Seon-chul, je ne dirai ce nom qu'une fois, a réussi sa vie. C'est lui qui a le poste. Pour l'obtenir et surtout le garder, il a perdu sa femme. Il a une maison, une belle maison, et il ne peut pas en profiter. En 6 mois, il n'a jamais allumé de feu de bois. Il pensait le faire tous les soirs. Il est à 2 doigts de l'épuisement professionnel, et il devra mourir à cause de ce poste. Finalement, il a perdu, il a été écrasé, comme dans une machine industrielle, avec personne pour le pleurer, face à l'indifférence de ses biens. Et Mansu s'élève, enfin. Il n'aura rien appris de son périple. Il accepte le poste, il accepte que l'intelligence artificielle remplace les ouvriers. Il n'a aucune solidarité de classe. Et heureux comme tout, il passe ses journées dans un entrepôt vide, dans une entreprise qui, il me semble, est nuisible pour le monde. Au moins, il est bien payé. Je dis au moins, mais c'est tout ce qui compte. Peu avant le film, j'ai vu passer une publication sur le compte Instagram d'Arte, une interview de David Graeber, un anthropologue, issu du documentaire Travail, salaire, profit. Il remarque 3 choses. La première, plus votre travail aide les autres, moins on vous paye. La deuxième, le fait d'avoir un effet positif sur le monde est considéré comme une partie de votre rémunération. Et la troisième, il y a des gens qui sont nuisibles, selon beaucoup d'estimations, qui sont mieux payés que des personnes dont la valeur sociale est durable et essentielle. Je trouve qu'aucun autre choix illustre dans la fiction assez bien ces propos, avec les premières secondes du générique.
On y voit, superposées au son de violoncelle de la fille de Mansu, les images d'une déforestation. Des machines qui arrachent des arbres pour les transformer en papier. Ces quelques secondes sont à l'origine de la création de cette vidéo. J'ai trouvé ça merveilleux. Car pendant tout le film, on nous vend le papier comme cet artefact légendaire, ce parangon de pureté, de beauté, qui renferme toute la bonté du monde, avec toute une mythologie, une alchimie dans la façon de le créer avec divers composés. Tout cela s'écroule dès qu'on réalise que, pour arriver à ce résultat, il a fallu meurtrir la Terre. Ce serait un peu comme si on avait réalisé un film sur l'ascension d'un chef cuisinier, puis dans le générique, on avait superposé des images d'abattoirs. C'est l'effet que ça m'a fait, surtout pour moi qui suis un amoureux des livres. En cela, le métier de Mansu est nuisible. Il est immoral, peut-être autant que les meurtres dans le film. Je crois en tout cas que le film nous pousse à nous poser la question de l'équivalence entre les deux. Mansu trouve son bonheur dans la vision d'une usine cachée par un embouteillage. Aucun autre choix. Tous les chômeurs se retrouvent pour se le marteler sur le visage, l'intégrer dans un mouvement de secte. Sinon, la honte, l'humiliation sociale, la mort donc. Le film montre pourtant qu'il y a un tas d'alternatives, que la beauté est partout présente. Dans le choix d'accompagner des images de déforestation par les notes d'un violoncelle, il me semble que Park Chan-wook oppose aux usines la beauté naturelle de l'art. Mais encore, pour ce violoncelle, il a fallu de l'argent, et pour le construire, du bois. Le talent de la fille de Mansu, lui, est inimitable, il est unique. Personne sinon elle ne peut lire ses partitions, hermétiques, cryptées. Elle a trouvé une place qu'on ne peut pas lui prendre et n'a pas à craindre de concurrence, se fait comprendre de tout le monde car elle pense différemment et n'a jamais été touchée par la perfidie du système. Mais ce n'est que mon interprétation.